Tout a commencé comme beaucoup de choses dans ma famille, une hypothèse silencieuse enrobée d'une fausse politesse. Mes parents ont commencé à mentionner un voyage en janvier. Rien de direct, juste des commentaires désinvoltes comme « Ne serait-ce pas bien si on faisait quelque chose ensemble pour une fois ?» ou « Ça fait des années qu'on n'a pas eu de vraies vacances en famille. » Au début, je n'ai rien dit parce que je pensais que ce n'était que des paroles en l'air. Ils font toujours ça, ils élaborent ces grands projets familiaux, puis ils font semblant d'être confus quand personne ne se propose de les financer. En février, c'est devenu plus étrange. Ma mère a commencé à me poser des questions bizarres, du genre « Tu as toujours cette carte de récompense voyage, n'est-ce pas ?» ou « N'avais-tu pas dit que tu avais accumulé beaucoup de miles ?» J'aurais dû le voir à ce moment-là, mais on ne s'attend jamais à ce que sa propre famille vous vole. Pas comme ça. Ils ne m'ont jamais directement demandé de me joindre au voyage. Pas une seule fois. Ce qu'ils ont fait, c'est construire tout le projet autour de moi sans me le dire. Ma sœur Danielle a commencé à m'ajouter à des conversations de groupe remplies de liens vers des complexes hôteliers, des outils de suivi de vol, des critiques de restaurants chers. Il me lançait de petites piques si je ne répondais pas assez vite. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Tu es toujours tellement occupé, Kyle. Ce genre de choses. Puis, un soir, ma mère l'a dit comme si de rien n'était, si tu décides de venir, tu devras réserver tes affaires toi-même. On s'est déjà occupé des nôtres. Elle a souri en le disant, comme si je devais être reconnaissant d'avoir même cette option. Ce soir-là, j'ai ouvert l'application de ma carte de crédit juste pour vérifier quelque chose d'autre, et je me suis figé. Le solde était presque $10 000 plus élevé qu'il n'aurait dû l'être. Au début, j'ai pensé que c'était forcément une fraude. Puis j'ai regardé de plus près les transactions. Ce n'était pas juste une ou deux. Il y avait plus d'une douzaine de dépenses. Un vol aller-retour pour 3 à LAX, 4 nuits dans un hôtel de luxe à Santa Monica, un SUV réservé depuis l'aéroport, un forfait de visite guidée prépayé, même une journée au spa, et ce qui ressemblait à un acompte pour du service de bouteille dans une boîte de nuit. Le tout réservé au cours des dernières 48 heures, le tout avec ma carte. Je n'ai pas pu respirer pendant une seconde. J'ai examiné chaque dépense. Tout. Chaque billet portait leur nom. Pas le mien. Le vol de Daniel, la suite de ma mère, la voiture de location de mon père. C'était comme si j'avais gagné des vacances pour eux, et personne ne m'avait dit un mot. Je ne les ai pas confrontés. Je ne leur ai même pas dit que je savais. Je me suis contenté de regarder mon écran, de sentir la chaleur dans ma poitrine, et j'ai commencé calmement à cliquer sur « Contester », un par un. J'ai signalé tout. Puis j'ai appelé la société de carte de crédit, je leur ai dit que ma carte avait été utilisée sans autorisation, et ils l'ont bloquée en 10 minutes. Je n'ai pas dit un mot de toute la semaine. Ils n'arrêtaient pas de faire de petites remarques sur leur excitation. Mon père n'arrêtait pas de se vanter de la façon dont tout s'était déroulé sans problème. Daniel a posté un compte à rebours sur son Instagram. Je suis resté silencieux, j'ai attendu. Le matin du vol, je suis resté au lit. Vers 6h40 du matin, mon téléphone a vibré. C'était mon père. On est bloqué à la sécurité. Il y a un problème avec les billets. 10 secondes plus tard, ma mère, Kyle. La compagnie aérienne dit que le paiement n'est pas passé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé les bulles apparaître comme s'ils envoyaient tous des SMS en même temps. J'ai laissé traîner un peu, puis j'ai tapé un seul message, vous devriez peut-être demander à celui qui a utilisé ma carte de crédit sans me le dire. Puis j'ai posé le téléphone, je me suis levé et j'ai préparé le petit déjeuner. Et ce n'était que le début. Ils sont entrés comme des fantômes. Il était un peu plus de 10 heures du matin, et le seul bruit était celui des roulettes de la valise de Daniel qui passait le seuil. Pas de bavardages enthousiastes. Pas de « on est enfin rentré ». Juste un silence de mort et 3 personnes qui avaient l'air d'avoir été expulsées de l'aéroport, ce qui était essentiellement le cas. J'étais assis à la table de la cuisine avec du café et un muffin à moitié mangé, en train de parcourir les actualités sur mon ordinateur portable. Je ne les ai même pas regardées. Ma mère est passée la première, serrant son sac fourre-tout comme s'il lui devait quelque chose. Mon père a suivi, portant toujours son coussin de voyage autour du cou comme un col de clown. Daniel portait des lunettes de soleil à l'intérieur de la maison, ce qui n'était probablement pas pour la mode. Personne ne m'a adressé la parole. Pas salut. Pas il faut qu'on parle.
Rien. Ils sont allés directement dans leur chambre. Porte fermée. J'ai bu mon café et j'ai attendu. Environ 1 heure plus tard, mon père est redescendu et s'est tenu maladroitement dans l'embrasure de la porte. Pas de salutation, pas d'excuse. Juste ce même regard qu'il a quand il est sur le point de dire quelque chose dont il sait que c'est complètement faux, mais il espère pouvoir quand même le vendre. Il y a évidemment eu une sorte de malentendu, a-t-il dit. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je me suis contenté de le regarder. Il a continué en disant qu'il pensait que j'avais implicitement accepté de m'occuper du voyage, que c'était le plus logique financièrement, que j'étais célibataire, sans enfant, avec un revenu stable, que je devrais aider la famille quand je le peux, que ce n'est que de l'argent, qu'il planifie tout pour moi aussi, et que je devrais être reconnaissant. J'ai demandé, vous pensiez que je ne remarquerais pas qu'il manque près de 10 000 $ sur mon compte? Il a dit qu'ils allaient me rembourser, mais pas tout de suite. Et d'ailleurs, c'était un cadeau pour la famille. Sa voix est devenue plus tendue quand je n'ai pas répondu, comme si j'étais le problème parce que je ne les laissais pas me voler sans me plaindre. Puis il m'a demandé d'appeler la société de cartes de crédit et d'annuler le litige. Il a dit que les billets pouvaient encore être réservés si nous agissions vite, comme si tout cela était une sorte de problème bureaucratique que je pouvais régler avec un coup de téléphone. Je lui ai dit non. C'est tout. Juste non. Il est resté là quelques secondes de plus avant de marmonner quelque chose dans sa barbe et de quitter la pièce. Je ne me suis pas assez soucié de savoir ce que c'était. Le reste de la journée, je les ai à peine vus. J'ai entendu Danielle mettre de la musique à fond à l'étage comme si elle essayait de noyer ses propres pensées. Ma mère était silencieuse, ce qui signifiait qu'elle était soit furieuse, soit occupée à écrire l'un de ses essais de manipulation émotionnelle déguisés en texto. Bien sûr, ce soir-là, j'ai reçu le message, un long. Il commençait par « Nous sommes juste déçus », passait à « Tu as changé », et se terminait par « Après tout ce que nous avons fait pour toi ». Aucune mention du vol, aucune reconnaissance de ce qui s'était réellement passé, juste de la culpabilité et du drame, le combo habituel. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, ils ont annoncé qu'ils reportaient le voyage. Mon père a ramené les bagages chez Target. Danielle a supprimé son poste de compte à rebours et l'a remplacé par une citation vague sur les faux amis. Ma mère a nettoyé la cuisine comme si elle voulait effacer ses sentiments. J'ai économisé près de 10 000 $. Mais plus encore, je les ai vus clairement pour la première fois. Ce n'était pas juste une escroquerie ponctuelle. C'était leur mode de fonctionnement. C'était ce qu'ils étaient. Mais ils n'en avaient pas fini. Je savais qu'ils ne laisseraient pas les choses en rester là. Ils se sentaient humiliés, démasqués, et ils allaient essayer de se venger de moi pour ça. Ils ne savaient juste pas que leur plan de vengeance allait leur exploser au visage. Et cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance. Il n'a pas fallu longtemps pour que la phase de vengeance commence. Ils étaient trop fiers pour s'excuser, trop suffisants pour admettre ce qu'ils avaient fait. Alors, la meilleure chose à faire selon eux était de mettre la pression sur moi et de me faire sentir comme le méchant. Au début, ce n'était que des trucs passifs-agressifs. Ma mère a accidentellement jeté une enveloppe rembourrée de mon bureau, prétendant qu'elle pensait que c'était des ordures. À l'intérieur se trouvait un porte-clés de remplacement de mon immeuble. 70 $ envolés. Danielle a laissé son linge dans la machine à laver pendant 2 jours, puis s'est énervé contre moi quand je l'ai déplacé pour faire sécher le mien. Mon père a commencé à passer l'aspirateur bruyamment devant ma porte pendant les réunions Zoom, comme si c'était juste la seule fois où il avait besoin de le faire. C'était comme vivre dans une sitcom, sauf que ce n'était pas drôle, juste tendu et bizarre. J'ai gardé mon calme. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. C'est probablement ce qui les a le plus frustrés. Puis c'est devenu plus délibéré. Un matin, je suis sorti et ma voiture avait disparu. J'étais à quelques secondes de la signaler comme volée quand j'ai reçu un texto de Danielle, « Détends-toi. » J'en avais juste besoin pour une course chez Target. Elle avait un nid. Elle avait pris mes clés dans le vide-poche de l'entrée. J'ai trouvé la voiture garée illégalement à 2 pâtés de maison avec une amende de stationnement de 113 $ collée sur le pare-brise. Quand j'en ai parlé, elle a ri et a dit, « Eh bien, peut-être que si tu n'agissais pas comme un étranger dans ta propre maison. » Cette semaine-là, mes courses ont disparu du Porsche. J'ai vérifié l'application de livraison, et à ma grande surprise, la commande avait été annulée à mi-chemin, puis recomposée avec un panier rempli de malbouffe et de boissons énergisantes. Le nom du livreur ? Daniel.
Elle ne l'a même pas nié. Tu as dit qu'on avait besoin de plus de snacks, a-t-elle dit comme si c'était une blague. Je savais exactement ce qu'ils faisaient. Ils ne pouvaient pas carrément me crier dessus, pas sans admettre qu'ils avaient tort. Alors, ils essayaient de me décourager avec des inconvénients. Mais je n'étais plus un enfant. Je ne perdais pas mon sang-froid. Je me contentais de tout écrire, de faire des captures d'écran des modifications de l'application, de prendre des photos de la voiture, de conserver les emails, de commencer discrètement à constituer un dossier, et puis les choses se sont assombries. J'ai reçu un email de ma banque disant qu'il y avait eu une enquête suspecte sur une nouvelle demande de carte de crédit. Je n'avais rien demandé. J'ai appelé immédiatement. Quelqu'un avait soumis une demande en ligne en utilisant mon nom complet, ma date de naissance et mon numéro de sécurité sociale. L'adresse de facturation? La maison de mes parents. L'email? Une adresse Gmail avec les initiales de mon père. Elle avait été signalée pour fraude potentielle et refusée, mais l'enquête a quand même affecté mon rapport de crédit. Mon score a baissé. Je suis resté assis là à regarder l'écran, réalisant que ce n'était plus seulement une vengeance. C'était un vol d'identité. Je ne les ai pas confrontés. Je ne suis pas descendu et je n'ai pas crié. J'ai déposé un rapport auprès de la FDC, j'ai gelé mon crédit et j'ai tout soumis à la police locale, les journaux, les captures d'écran, les emails de confirmation. J'ai utilisé chaque preuve que j'avais collectée. Je ne leur ai même pas dit que je l'avais fait. 2 semaines plus tard, un détective en civil a sonné à la porte. Je suis resté à l'étage, j'ai écouté depuis le couloir. Il a demandé mon père, a dit qu'il y avait eu un signalement de tentative de fraude liée au domicile. Ils ont parlé pendant environ 10 minutes, pas de menottes, pas de cris, juste de la paperasse, un avertissement formel. Mais l'ambiance après cela a complètement changé. Daniel a arrêté d'utiliser mes affaires. Ma mère m'a complètement évité. Mon père ne m'a pas adressé la parole pendant 3 jours. Je l'ai entendu au téléphone plus tard dans la nuit en train de chuchoter, probablement en appelant quelqu'un pour demander ce qu'une enquête pour fraude signifiait pour sa précieuse image. Je ne me suis pas senti triomphant. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Et finalement, ils ont compris le message. Mais ils n'étaient pas les seuls à être surveillés maintenant. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que leur tentative de me ruiner avait déclenché quelque chose de bien plus important. Parce que quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel auquel je ne m'attendais pas, et ce n'était pas d'eux. L'appel est arrivé un mercredi. J'étais en plein milieu d'un projet lorsque mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu provenant d'un autre État. J'ignore généralement ces appels, mais quelque chose m'a poussé à répondre. La voix était calme, professionnelle. Il s'est présenté comme faisant partie du service de lutte contre la fraude de l'une des banques que j'avais déjà contactées, mais il n'appelait pas au sujet de la demande de carte de crédit initiale. C'était autre chose. Apparemment, lors de l'enquête sur le signalement de fraude que j'avais soumis, ils avaient trouvé de multiples demandes utilisant mon nom et mon numéro de sécurité sociale auprès de 3 institutions financières différentes. 2 d'entre elles avaient été refusées, l'une avait été approuvée. Je n'ai pas compris au début. Je n'en avais signalé qu'une. Il m'a expliqué. Une ligne de crédit avait été ouverte à mon nom il y a près d'1 an. Elle était restée en cours d'utilisation pendant quelques mois, puis avait soudainement connu une forte augmentation des dépenses au cours des 3 dernières semaines, juste des petites dépenses, de l'essence, des courses, quelques achats sur Amazon, mais c'était définitivement actif et certainement pas moi. J'ai demandé où allaient les relevés. Il m'a donné l'adresse. La maison de mes parents. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Cela n'a pas commencé avec les vacances. C'était juste la première fois que je le remarquais. Mais il faisait ça dans mon dos depuis plus longtemps. Tranquillement, prudemment, pensant probablement que je ne le découvrirais jamais. Peut-être pensait-il que je verrais la dette un jour et que je supposerais que c'était mon propre bazar. Ou peut-être pensait-il que je la paierais simplement sans poser de questions. J'ai demandé au type au téléphone ce que je devais faire ensuite. Il a dit qu'ils avaient déjà signalé le compte et qu'une enquête plus approfondie était en cours. Il a dit que je pourrais être contacté à nouveau par les forces de l'ordre, selon ce qui serait découvert. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis là pendant un moment, pas en colère, juste calme, en train de réfléchir. Je ne leur avais rien dit depuis que le détective s'était présenté la première fois. Et maintenant, je comprenais pourquoi il s'était tu après.
Ils ont dû se rendre compte qu'ils avaient ouvert la mauvaise porte. Ce soir-là, mon père est entré dans ma chambre avec un verre de whisky et a essayé de faire la conversation. Il m'a demandé si j'avais regardé le match, m'a dit que je semblais distant. Je me suis contenté de dire que j'étais fatigué et j'ai continué à taper. Il est resté là comme s'il voulait dire autre chose, puis il est parti. Ma mère était différente. Elle n'a pas du tout essayé de parler, s'est contentée de baisser le volume de la télévision et de tamiser les lumières. Daniel avait même arrêté d'établir un contact visuel. C'était comme s'ils retenaient tous leur souffle. Je n'ai rien changé à ma routine. Je travaillais toujours à domicile, je préparais ma propre nourriture, je restais dans mon coin. Mais à l'intérieur, j'en avais fini. Pas seulement avec la fraude, avec eux, avec tout ça, la manipulation, la culpabilité, l'idée que je leur devais quelque chose juste parce que nous partagions de l'ADN. Puis, quelques jours plus tard, il s'est passé quelque chose qui a poussé tout ça à l'extrême. Une lettre est arrivée. Pas pour moi, pour Daniel. Mais j'ai vu le nom de l'expéditeur sur l'enveloppe, la banque qui avait ouvert la carte frauduleuse. Elle avait utilisé sa véritable adresse. Son nom était désormais lié au compte. Et c'était le dernier fil. Parce que ce qu'ils ont fait ensuite n'était pas seulement désespéré. C'était imprudent. La lettre est restée sur la table du couloir pendant 2 jours. Enveloppe blanche, police de caractère clair, ce logo de banque familier dans le coin. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'avais pas besoin de le faire. Le compte était à mon nom, mais Daniel s'y était clairement lié, probablement en indiquant son adresse ou même en essayant de l'utiliser en ligne. Peut-être pensait-elle que personne ne remonterait jamais jusqu'à elle. Il ne savait toujours pas que j'avais reçu cet appel, ne savait toujours pas tout ce que je savais. Le 3e jour, elle a disparu de la table. Je n'ai pas vu qui l'avait prise, mais je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, Daniel était plus silencieuse que d'habitude, pas boudeuse, nerveuse, comme quelqu'un qui vient de se rendre compte que son nom figurait sur des papiers qu'il ne comprenait pas. Le lendemain, je suis rentré d'une course et j'ai trouvé ma chambre ouverte. Il n'entrait jamais dans ma chambre. Tout semblait pareil jusqu'à ce que je vérifie mon ordinateur portable. L'historique de navigation avait été effacé. Je ne l'efface jamais. Les onglets que j'avais laissés ouverts avaient disparu. Mon sac à dos, que je ferme toujours avec une fermeture éclair, était à moitié ouvert. Rien ne manquait, juste dérangé. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis contenté de transformer ma chambre en coffre-fort. J'ai remplacé la poignée de porte par une qui se verrouille de l'intérieur, j'ai commencé à garder mes appareils avec moi en permanence. J'ai même installé une webcam qui diffusait en continu vers un dossier cloud au cas où. Ce week-end-là, mon père a annoncé pendant le dîner qu'ils allaient réorganiser les finances de la maison et m'a demandé si j'étais d'accord pour signer quelques papiers pour aider à refinancer l'hypothèque. J'ai failli rire. J'ai demandé, pourquoi mon nom figurerait-il sur la maison? Il a dit que c'était juste une formalité, une question d'équité, aucun risque, rien d'important. Je me suis levé, je n'ai pas touché à mon assiette, je n'ai pas dit un mot de plus. Je savais ce qu'ils faisaient. Ils étaient acculés et au lieu de s'arrêter, ils essayaient d'utiliser la seule chose qui restait, la paperasse, la dette, la propriété. S'ils pouvaient lier mon nom à quelque chose d'important, ils auraient quelque chose à me reprocher, quelque chose dont ils pourraient me rendre responsable si tout s'effondrait. Ce soir-là, j'ai envoyé un email à mon patron et j'ai demandé un transfert de travail à distance hors de l'État. J'avais un cousin en Arizona qui m'avait proposé sa chambre d'amis pendant des mois. Je lui ai dit que j'étais enfin prêt à l'accepter. Il ne m'a même pas demandé pourquoi, il a juste dit que la porte était ouverte. J'ai planifié ça tranquillement, j'ai réservé un aller simple, j'ai programmé un camion de déménagement pour l'essentiel. Je ne leur ai pas donné la chance de le saboter. La nuit avant mon départ, je les ai fait asseoir, tous les 3. J'ai tout exposé, les dépenses, l'enquête de crédit, le 2e compte, les signalements de fraude. J'ai montré à Daniel la lettre avec son nom dessus et j'ai regardé son visage devenir blanc. Mon père a essayé de s'en sortir en bluffant. Ma mère n'a pas parlé, pas une seule fois. Je leur ai dit que la police pourrait revenir, et si c'était le cas, je coopérerais pleinement. Je leur ai dit que j'allais retirer mon nom de tout. Pas de co-signature, pas de facture partagée, pas d'urgence familiale. J'étais sorti. Puis je suis monté à l'étage et j'ai fait ma dernière valise. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter.
Ils ne m'ont pas dit au revoir. Et ils n'ont toujours pas compris que le plus triste n'était pas ce qu'ils avaient fait. C'était que j'avais cessé de m'en soucier. L'histoire de Kyle, partie 6, dernière partie. Je suis parti avant le lever du soleil. Pas d'adieu, pas de second regard. Je me suis contenté de glisser mon dernier sac à l'arrière de la voiture de location, de démarrer le moteur et de conduire. Mon téléphone était en mode avion. Je ne voulais pas de texto. Je ne voulais pas un dernier plaidoyer désespéré. Je ne voulais rien entendre. Au moment où j'ai passé la frontière de l'Arizona, mon cousin avait déjà vidé la chambre d'amis et laissé une clé sous le paillasson. Je suis entré, j'ai posé mes affaires et je suis resté longtemps dans le silence. C'était la première fois depuis des années que j'avais l'impression de pouvoir expirer. Pendant quelques semaines, il ne s'est rien passé. J'ai travaillé. J'ai dormi. J'ai commencé à courir le matin. Daniel n'a pas envoyé de message. Mon père n'a pas appelé. Ma mère n'a même pas essayé de faire semblant de s'inquiéter. C'était comme si j'avais disparu et qu'ils étaient passés à autre chose. Mais je savais mieux que ça. Le silence n'était jamais le silence avec eux. C'était juste un prélude. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le refuser, mais quelque chose m'a poussé à répondre. C'était une femme d'un cabinet d'avocats, pas local. Elle m'a demandé si j'étais Kyle, a confirmé mon nom complet. Puis elle m'a demandé si j'étais au courant que j'avais été inscrit comme garant sur une nouvelle demande de prêt soumise 2 semaines auparavant. Je lui ai dit que je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Elle a dit que la demande avait déjà été signalée et retenue à cause des alertes de fraude liées à mon dossier de crédit. C'est la seule raison pour laquelle elle appelait. Elle n'avait besoin de rien de moi. Elle voulait juste confirmer si j'avais été impliqué. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus choqué. Je lui ai juste demandé, le prêt était pour une voiture ou une maison. Elle a dit que c'était pour une entreprise. Le nom de l'entreprise. Daniel S. Ils ont réessayé. Même après tout, ils ont réessayé. Je lui ai dit de me faire parvenir toute la documentation. Et j'ai passé un dernier appel à mon avocat. Je lui ai tout expliqué, la fraude, le signalement précédent à la police, la tentative d'ouvrir un crédit à mon nom à nouveau. Il m'a dit quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Parce que c'était la deuxième tentative liée aux mêmes personnes, cela était considéré comme une intention structurée, ce qui, dans notre État, ouvrait la porte à un litige civil et à d'éventuelles accusations criminelles. C'est à ce moment-là que l'ensemble du tableau s'est éclairci. Ils n'étaient pas seulement imprudents. Ils étaient désespérés. Le voyage raté, les signalements de fraude, le prêt. Il ne s'agissait pas de me punir. Il s'agissait de survie. Mes parents s'étaient enterrés sous les dettes, et j'étais la seule bouée de sauvetage financière qu'ils aient jamais eue. Daniel pensait probablement qu'elle pouvait lancer une entreprise avec un crédit volé et la garder cachée jusqu'à ce qu'elle réussisse ou s'effondre. Mais maintenant, c'était public. L'enquête s'est élargie. Le détective m'a contacté à nouveau. Cette fois, il m'a demandé si je voulais porter plainte officiellement. J'ai hésité pendant un moment. Je n'étais pas sûr. Il ne s'agissait pas de vengeance. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Quand j'étais enfant, ma mère m'a dit un jour, la famille, c'est ne jamais tourner le dos, même quand on est en colère. Mais ils m'ont tourné le dos la seconde où j'ai dit non. Alors, j'ai signé les papiers. Des mois plus tard, les retombées ont été discrètes mais complètes. Les tentatives de prêt ont cessé. Mon nom a été blanchi. Le crédit de Daniel a pris un coup. Mes parents ont dû refinancer la maison à leur propre nom, ce qu'ils pouvaient à peine faire. Et puis il y a eu le silence. Réel cette fois. Il n'appelle pas. Il n'envoie pas de texto. Il n'y a plus de fausses fêtes, plus de messages culpabilisateurs, plus de mise à jour familiale surprise. C'est comme si je n'avais jamais existé dans cette maison. Et honnêtement, je préfère ça comme ça. Mise à jour 1. Je pensais que c'était fini. Après avoir déménagé en Arizona, j'ai bloqué leur numéro. J'ai changé mon email. J'ai même déposé un changement d'adresse auprès de l'USPS pour qu'aucun courrier provenant de cette maison n'arrive plus jamais dans ma boîte aux lettres. J'ai fait tout ce que je pouvais pour tracer une ligne claire, pensant qu'une fois la poussière juridique retombée, il finirait par lâcher prise. Pendant un certain temps, ça a marché.
6 mois se sont écoulés dans un silence total. Pas de lettres, pas de mails tardifs, pas de fausses urgences. J'ai commencé à ressentir quelque chose qui me manquait depuis des années, le calme. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai recommencé à sortir, j'ai renoué avec quelques vieux amis qui ne savaient rien de ma famille, ce qui me convenait parfaitement. Puis la lettre est arrivée. Enveloppe blanche ordinaire, sans adresse de retour, oblitérée dans leur état. Je l'ai ouverte avec prudence, me préparant déjà au drame. Mais ce que j'ai trouvé était pire, un avis juridique d'un tribunal de faillite. Mon nom apparaissait au milieu du 2e paragraphe, inscrit comme co-signataire de plusieurs prêts personnels, dont certains datent de plus d'1 an, des prêts que je n'avais jamais demandés, dont je n'avais même jamais entendu parler. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur administrative, un bug. Mais la lettre était accompagnée de pièces jointes, des documents scannés remplis d'une écriture que je reconnaissais trop bien. Ma signature y était, contrefaite sur au moins 3 contrats distincts. Mes parents avaient continué même après le détective, même après les avertissements, même après que je sois sorti et que j'ai fermé la porte derrière moi. Ils ne s'étaient pas arrêtés. Ils sont juste devenus plus prudents. Ils pensaient probablement que la faillite cacherait tout, qu'en m'incluant comme co-signataire, ils pourraient transférer la responsabilité ou peut-être simplement utiliser mon nom pour se soutenir assez longtemps pour creuser le trou plus profondément. Je n'ai même pas hésité. J'ai appelé mon avocat, j'ai tout transféré, et en 2 jours, nous avions déposé une réponse formelle pour fraude auprès du tribunal. J'ai soumis mon rapport de police précédent, les documents de la visite du détective et les comptes signalés. Tout concordait, comportement structuré, tentatives multiples et maintenant des documents falsifiés déposés auprès d'un tribunal fédéral des faillites. C'est à ce moment-là que les choses sont passées du civil au pénal. Le tribunal a retiré mon nom des documents et a renvoyé l'affaire au bureau du procureur du district. En 1 mois, une enquête a été ouverte. Je n'en connaissais pas les détails, juste ce que mon avocat partageait, mais je sais que des citations à comparaître ont été émises. Mes parents ont été interrogés. Daniel aussi. Puis les relevés bancaires ont commencé à arriver. Apparemment, ils vivaient de près depuis plus d'1 an. Pas seulement les vacances ratées. Ils ont utilisé au maximum les cartes à mon nom, refinancé la maison 3 fois, ouvert des lignes de crédit avec de faux documents et ont même utilisé l'un de mes anciens talons de paie comme preuve de revenus pour un prêt que Daniel avait essayé de contracter pour un magasin de vêtements qui n'a jamais été lancé. Ils n'étaient pas seulement imprudents, ils étaient désespérés. Et cette fois, il n'y a pas eu de retour en arrière possible. L'affaire devant les tribunaux est en cours, mais le poids de celle-ci s'est abattu rapidement. Leurs biens ont été gelés. Leur maison a été signalée. Ils ont été coupés de tous les côtés. Plus de tours. Plus d'identités volées. Et rien de tout cela n'est privé maintenant. Les mots se répandent. Amis, voisins, employeurs. Ils ne m'ont pas contacté depuis le début de l'enquête. Pas pour nier quoi que ce soit, pas pour s'excuser, pas pour supplier, rien. Et c'est ainsi que je sais que ça n'a jamais concerné la famille.